Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir un peu sur le PSG Strasbourg d'hier soir, mais pas trop non plus, je vous l'accorde, c'était qu'un match de reprise, on va pas s'éterniser là-dessus, on élargira ensuite sur la déclaration de Luis Enrique concernant Ousmane Dembélé, puisque ça a relancé le dossier, tout comme son entrée catastrophique, et enfin on parlera du poste de numéro 9, puisque le PSG arrive à un moment crucial de sa première moitié de saison, à savoir la double confrontation contre le Milan AC, sans numéro 9, titulaire indiscutable en fait. Il y a un vrai débat, et dans la balance entre Gonzalo Ramos et Kolo Muani, aucun des deux ne prend une réelle longueur d'avance sur l'autre. Bref, installez-vous, commençons par Strasbourg. J'ai pas parlé beaucoup de notre adversaire hier, mais notons quand même l'extrême faiblesse de cette équipe entraînée par un Patrick Vieira qui lui est d'un extrême ennui quand tu l'écoutes en conférence de presse, puisqu'hier le mec te dit « Ah, le destin était contre nous, on a pris un penalty cruel, le deuxième but de Carlos Soler, il aurait pu être annulé pour un hors-jeu, oh, le destin était pas là. » Mon garçon, je pense que ça se joue au-delà du destin quand ton équipe a proposé ce qu'elle a proposé, quand tes partis pris tactiques sont très peu visibles en fait, et aussi ses choix peuvent être remis en cause. Bon bref, c'est un entraîneur qui est bien loin du joueur qu'il était, ce bon vieux Patrick Vieira. Et donc hier, on a clairement eu une des équipes les plus faibles qu'on ait eu à affronter sur ce début de saison. Ensuite, l'arbitre. J'ai oublié de le signaler, et pourtant, je me suis fait la réflexion plusieurs fois pendant le match, il faut que tu le signales dans le débrief. L'arbitre qui met 15 ans à distribuer son premier carton jaune et qui le donne à un Parisien. Alors ça, c'est vraiment honteux. Autant les arbitres qui sifflent trop faute, j'aime pas. J'aimerais qu'ils sifflent un petit peu moins faute. Mais par contre, sortir les cartons jaunes, ça, c'est quand même important, tu vois. Et je sais plus sur quel match je m'étais déjà fait la réflexion, mais plusieurs fois cette saison j'y ai pensé, les arbitres prennent trop de temps. Et par exemple hier, si Mbappé sort de son match en seconde mi-temps, puisque c'est clair, sa fin de match est ratée, alors peut-être aussi parce qu'il a la petite gêne un petit peu, et d'ailleurs gêne provoquée par les contacts des Strasbourgeois qui ne sont pas ralentis par un carton jaune par exemple qui pourrait les faire réfléchir. Mais voilà, par exemple, un Mbappé un petit peu surménagé dans les contacts avec ses adversaires, ça conduit à la défiance physique, voilà. Et de l'autre côté, le fait que quand il avait le ballon, c'est vrai que sur la dernière demi-heure, il était beaucoup moins à l'aise et beaucoup moins bon qu'en première mi-temps. Bon bref, je pense sincèrement que l'arbitrage a contribué en fait à faire sortir Mbappé de son match. Bref, alors, avant la trêve internationale, et là, ça je l'avais mis dans mes brouillons pour mes espèces de vidéos bilan, mais je ne l'ai jamais sorti. Avant la trêve, on était dans une troisième phase au milieu de terrain. On a commencé la saison avec l'organisation en carré, tu sais, avec deux milieux reculés, deux milieux avancés dans les demi-espaces. Ensuite, on est passé au 4-3-3 avec une vraie pointe basse, Ugarte et deux relayeurs. Et enfin, on était sur un vrai double pivot avant la trêve internationale, avec donc 4 attaquants et Vitinha, le milieu de terrain, qui avait un rôle très excentré puisque tu donnais le demi-espace à Mbappé. Voilà. Hier, les positions étaient plus axiales. En première mi-temps, bien sûr que le match, on l'a joué avec la même structure qu'avant la trêve internationale, à savoir le 4-2-4, appelez ça comme vous voulez. Puisque par exemple Carlos Soler reprend dans les consignes de A à Z le rôle d'Achraf Hakimi. Bon, en revanche, en seconde mi-temps, j'ai trouvé Lee Kang-in beaucoup plus axial. Et je pense que c'était peut-être une consigne de Luis Enrique, ou alors quand il voit la première mi-temps que fait le Coréen, il essaye de jouer un peu plus sur ses qualités. Et donc en deuxième mi-temps, on avait quand même, on était beaucoup plus sur un milieu à 3 qu'en première. Voilà, c'est juste une remarque que je fais comme ça, puisque de toute façon, je pense qu'on va continuer avec ce double pivot qui va être pérennisé. Et moi, je suis plutôt pour, parce que Warren Zaïre-Emery déjà est bien meilleur avec les libertés que lui offre ce double pivot, notamment sur les mouvements en matière de largeur, qu'en tant que relayeur droit d'un 4-3-3, où il est beaucoup plus limité, timoré, scolaire. Et puis Vitinha, placé beaucoup plus haut comme ça, beaucoup plus excentré. J'aime bien en fait le rôle de Vitinha, je trouve que c'est quelque chose qui lui colle beaucoup mieux en fait sur ses qualités, parce que il joue beaucoup plus
sur ses qualités en matière de contre-pressing. Alors que quand il est milieu relayeur un peu plus reculé, il a beaucoup plus à défendre sur des phases de jeu positionnel. Et là-dessus, il est vraiment pas à l'aise en fait. Voilà. Vitinha, plus on récupère le ballon rapidement, plus il est à l'aise et plus il est important pour son équipe. Voilà. Une fois qu'il doit, par exemple, courir après un adversaire, ben là, c'est très difficile pour lui d'avoir un apport pour son équipe. Voilà, c'était juste ma petite remarque. Ensuite, bon, comme d'habitude, créer du danger depuis l'axe, on sait pas faire. En témoigne la première mi-temps de Fabian Ruiz, de Vitinha aussi par exemple. C'est très très compliqué. Hein. Le premier but vient d'un décalage fait par la relation Barcola-Mbappé qui a très bien marché sur la première demi-heure. Le deuxième, pareil, c'est Lee Kang-in qui est sur une position très excentrée, qui réussit à trouver Mbappé, qui fait un appel inédit quand même hein, pour Mbappé. Et le dernier, pareil, ça vient de l'aile. Donc le PSG doit absolument travailler là-dessus, le fait de se retourner plus rapidement pour nos milieux de terrain quand ils sont entre les lignes, de prendre plus de risques, et puis pour nos attaquants aussi, hein, de faire plus de mouvements vers l'axe, vers le but, hein, tout simplement. Je pense à Gonzalo Ramos, et ça me fait ma transition sur Mbappé. Voilà. J'espère que le rôle qu'il a eu hier... il va continuer à l'avoir en fait. Parce que l'utilisation de la largeur était bien meilleure, parce que Mbappé se déplaçait beaucoup plus, n'a pas eu peur de partir sur le côté droit, de démarrer des actions en tant que numéro 9, tout simplement. Et ça, je kiffe en fait. Voilà, c'est ce Mbappé-là que j'aime. Maintenant, Gonzalo Ramos, lui, par contre, doit plus progresser dans cette dimension-là. Hein. C'est sûr que lui, voilà, c'est beaucoup plus... soit je cours à fond vers le but, soit je décroche, mais je décroche... parce qu'en plus, sur les hitmaps, il est limite au même niveau que Vitinha et Lee Kang-in, en fait, hein, tellement il est décroché. Alors après, c'est un milieu de terrain de formation, Gonzalo Ramos, donc c'est des zones qu'il connaît. Mais par contre, avec ballon, du fait de sa formation en tant que milieu, je pensais quand même qu'il allait savoir se retourner, aller avoir, je sais pas, au moins une compréhension de l'espace. Là, quand même, c'est quand même très compliqué, rien que techniquement. Bon, passons à Luis Enrique sur Dembélé. Pourquoi ? Il y a une question qui lui a été posée en conférence de presse. Que comptez-vous faire pour l'aider à se débloquer ? On le sait, compteur but, toujours à 0. Bon, Luis Enrique répond... Pour l'aider à se débloquer, je pense à m'asseoir et profiter du joueur qu'il est. Il fixe, crée des espaces, risque, il est audacieux, n'a jamais peur. Je veux pas le débloquer. Je suis amoureux de son jeu. Bon, Luis Enrique fait du Luis Enrique. Depuis le début de la saison en conférence de presse, il est toujours dans l'éloge de ses joueurs, puisqu'ils appliquent ses consignes. Ça, on l'a développé plusieurs fois en vidéo. Évidemment que c'est de la com, parce qu'il y a un problème Ousmane Dembélé. Voilà, c'est une posture de Luis Enrique. Bon, qui me déplaît pas en fait. Enfin, je lui tomberai pas dessus pour ça. Pourquoi ? Parce que le seul truc en fait, c'est que j'espère que derrière ça se cache quand même un atelier finition, hein, que Dembélé fait bien tous les jours. Comme Pochettino avait mis en place un atelier finition avec Mbappé quand il arrive. Dans le sens où vraiment j'espère qu'en privé, Luis Enrique fait travailler individuellement Ousmane Dembélé. Parce qu'en matière de structure de nos recrues, c'est quand même celui avec Ugarte qui est le plus à l'aise, qui s'est adapté le plus rapidement. En témoigne sa connexion avec Achraf Hakimi, qui est, je pense, dans son jeu, le plus important en fait, ce qu'il réussit le mieux. Voilà. Maintenant, les enjeux sont individuels. Les enjeux de lucidité en bout d'action, de finition, j'espère vraiment que ça travaille. Bon, ceci dit, déjà, ça montre encore une fois que dans ce débat, Ousmane Dembélé, alors il est tellement talentueux, on sera tous d'accord sur le fait que son potentiel est immense et inexploité aujourd'hui. Maintenant, c'est pour ça qu'il y a des divisions entre les supporters très fortes, entre ceux qui croient en lui, qui le défendent, et ceux qui le trouvent complètement abruti, QI négatif et tout ça. Vous savez où je me positionne ? Je répète quasiment dans chaque vidéo. Moi, je fais partie des défenseurs d'Ousmane Dembélé, qu'on soit très clair. Donc, cette déclaration montre encore une fois qu'au-delà des débats entre supporters, on parle d'un joueur qui est apprécié de ses entraîneurs. Pardonnez-moi, les entraîneurs
nous mettent une vitesse absolument monumentale en matière de compréhension du jeu, compréhension tactique. Enfin, on parle de gens qui ont des diplômes, qui ont fait des études pour ça, dont c'est le métier en fait. Donc, nous, on peut critiquer les entraîneurs sur leur choix et tout ça. Maintenant, si on prend du recul sur les situations, évidemment que n'importe quel entraîneur est 1000 fois meilleur que nous dans la compréhension du jeu et des joueurs. Donc, premier point, Dembélé, ça reste quand même un joueur très apprécié de ses entraîneurs. Xavi au Barça, là, Luis Enrique, qui en fait quand même un titulaire absolument indiscutable en fait. Là, il n'y a pas de concurrence, il n'y a rien du tout. Le seul événement dans sa carrière qui va un petit peu à l'encontre de ce que je dis, c'est la Coupe du Monde 2018, puisqu'il est titulaire contre l'Australie, et ensuite il est plus jamais titulaire, parce que Deschamps, bah voilà, le dégage du 11. Mais bon, on sait aussi que Deschamps est un entraîneur un petit peu frileux, conservateur, et qu'un joueur comme Dembélé, du coup, n'est pas forcément le profil le plus adapté pour lui. Mais dans tous les cas, voilà, pour Luis Enrique, il en est très content. Bon alors, son entrée hier, hein, Dembélé, est très mauvaise, hein, bien sûr, tout comme Kolo Muani, ils sont hors sujet. Bien sûr, comme je disais, la finition doit absolument être travaillée, la justesse en fin d'action. J'aurais peut-être préféré que Luis Enrique le challenge un peu plus publiquement, mais s'il le fait en privé, ça me dérange pas encore une fois. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que t'as pas de réelle concurrence en fait. Voilà. Dembélé provoque beaucoup. Dembélé a une connexion avec Hakimi qui est excellente et c'est ce qui le sauve pour moi. Pourquoi ? Parce que j'arrive pas à imaginer Kolo Muani et Barcola, un côté droit Kolo Hakimi ou alors Barco Hakimi meilleur en fait que le côté droit Dembélé Hakimi. Parce que Dembélé est vraiment très très bon quand il revient un petit peu dans l'axe, avec ses deux pieds qui font qu'il est un peu imprévisible. Il est capable vraiment de trouver lancer Achraf et la connexion entre les deux est très très bonne. Donc c'est pour ça qu'il a un gros avantage parce que, bon, Kolo Muani, tu peux l'imaginer à droite et j'ai toujours dit que vraiment, Kolo Muani ailier n'est pas une option à écarter complètement. Mais, ceci dit, à droite, pour le trouver lancé, pas de problème. Mais pour se connecter avec Hakimi, bon, j'ai un peu plus de mal sur les qualités techniques de Kolo Muani. Je veux bien qu'on dise toutes les critiques du monde sur Dembélé, mais Kolo Muani n'est pas forcément meilleur, hein, sachant que Dembélé est quand même capable de fulgurance exceptionnelle. Voilà, même si, évidemment, dans le dernier geste, ça pêche tout le temps. Enfin, il n'a pas marqué un but depuis qu'il est arrivé au PSG. C'est-à-dire que sur les phases de jeu positionnel, où il doit partir arrêter, Kolo Muani, bon, j'ai un petit peu peur des incompréhensions avec Hakimi. Et ensuite, Barcola. Alors j'en viens à Barcola, parce qu'hier, je n'ai pas assez développé. Bien sûr, il est très soyeux sur ses premières touches, les changements de rythme sont très plaisants à voir, ça laisse de belles perspectives, mais le dernier geste n'y est pas encore. Hein, voilà. Si on se plaint du dernier geste de Dembélé, je vois pas pourquoi on se plaindrait pas du dernier geste de Barcola qui n'est pas là encore. Et surtout, en fait, le problème avec Barcola, c'est qu'à chaque fois, en deuxième mi-temps, et même en fin de première, il disparaît. C'est-à-dire qu'il démarre très bien ses matchs. Bon, hier, voilà, sur les 20 premières minutes, c'est probablement le meilleur Parisien avec Mbappé. Mais derrière, en fait, il disparaît et j'ai l'impression que c'est physique. J'ai l'impression qu'il faut se rendre compte qu'on parle d'un joueur qui, lorsqu'il arrive, n'a qu'une saison, voire 6 mois en pro. Et donc, le fossé entre les catégories jeunes et le monde professionnel, la Ligue 1 qui plus est très rugueuse, il doit l'appréhender encore un petit peu, tu vois. Et donc, ça l'essouffle un petit peu, surtout qu'il n'est pas titulaire, il n'enchaîne pas forcément. Donc, là-dessus, c'est pour ça que, bon, envisager Barcola titulaire, j'aimerais bien le voir faire 90 minutes pleines. Ok. Avant de mettre ça sur la table, tu vois. Parce que titulariser un joueur, sachant qu'à la mi-temps, le garçon va disparaître, bon, pour l'instant, j'ai un petit peu de mal. Même si de l'autre côté, vous me direz, Dembélé aussi disparaît. Dembélé, je dois avouer que, alors c'est plus tard dans le match que Barcola, 65e, 70e, faut le sortir. Par exemple, contre Dortmund, j'ai le souvenir d'un Dembélé qui est complètement carbo, tu vois, qui loupe tout. Contre Newcastle, bon, il loupe ses grosses occasions, c'est tard dans le match, en seconde mi-temps. Mais voilà, dans tous les cas, Barcola, j'ai un peu de mal quand même à l'imaginer titulaire
C'est comme Cher N'Dour en fait. Cher N'Dour, alors on s'est rappelé qu'il était vivant hier puisqu'il est rentré. C'est sa deuxième entrée après celle contre Lyon début septembre. Ça commençait à remonter. Hein. On rappelle qu'on l'a signé libre, qu'on lui a fait un contrat de 5 ans. On pensait qu'on allait le prêter. On l'a vu un petit peu en préparation et puis ensuite il a complètement disparu. Bon bah là, voilà, on est typiquement encore plus avec Cher N'Dour que Barcola sur le joueur qui doit absolument s'adapter en fait. Parce que lui, le passage du monde U19 au monde pro, il pique pour lui. Ça pique vraiment. Alors hier, il prend un jaune. Ça montre que l'intensité du monde professionnel, il n'arrive pas vraiment à s'y adapter. Et que défensivement, il a des lacunes qu'on a mis en avant cet été. Hein. Alors bien sûr, c'est un joueur qui est très grand, qui est très large. Physiquement, il est très développé. Il prend beaucoup de place. Donc ça, c'est à son avantage. Surtout qu'en plus, techniquement, pour un joueur de ce gabarit, il est exceptionnel. Et c'est vraiment sa première qualité. Maintenant, sans ballon, il est très lent. Il n'a pas une grande culture défensive en matière de placement, d'intensité, de volume de jeu. Et finalement, c'est un joueur qui peut se rapprocher de Fabian Ruiz, en fait. Dans le sens où faut que le rythme du match soit pépère, tranquille, pour qu'il soit bon. Dès que le rythme commence à s'élever, t'as un joueur qui est dépassé, qui n'arrive pas à suivre en fait. Voilà. Même si tout ce que je dis, bien sûr, ça pourrait être gommé s'il enchaînait les matchs, surtout avec un joueur aussi jeune. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas prêté cet été. Et que j'espère que cet hiver, ce sera fait, on va corriger nos erreurs, puisqu'en plus on parle d'un joueur qui ne peut même pas prendre des minutes avec les 19 puisqu'il est trop vieux pour cette catégorie. Bon bref, c'est assez. Enfin, je comprends pas trop la gestion de ce dossier Cher N'Dour par le club. Bon, alors ensuite, passons au duel Colomani-Gonzalo Ramos, hein, parce que voilà, ils sont en concurrence les deux, même si Colomani a à son avantage sa polyvalence, puisqu'il a pu jouer déjà en même temps que Gonzalo Ramos contre Newcastle, titulaire les deux, et sur un côté. Voilà, sur un côté, parce qu'il est bon quand il arrive lancé et tout ça. Bon. Même si sur les côtés, Colomani, je pense qu'en fait, il y a plus concurrence entre Colomani et Gonzalo Ramos qu'entre Colomani et Dembélé Barcola. C'est-à-dire que dans la hiérarchie des ailiers, pour moi, il y a Dembélé, il y a Barcola, et Colomani est quand même derrière, malgré de bonnes séquences. Voilà, les deux autres apportent quand même beaucoup plus de certitude, dans le jeu au moins. Les contrôles de Barcola, ça me paraît. J'ai l'impression d'être très dur avec Colomani, mais le jour où Colomani contrôlera un ballon comme le fait Barcola, ou par exemple sur les renversements de jeu, quand il doit contrôler une transversale, le contrôle qu'il fait sur le but de Colomani justement contre Marseille, Barcola. Voilà, c'est des exécutions techniques que pour l'instant on n'a pas vues chez Colomani et qui m'inquiètent vraiment. Hein, j'ai déjà répété, s'adapter en matière de mouvement, de automatisme avec tes partenaires, pas de problème, ça peut prendre le temps qu'il faut. Par contre, techniquement, réussir un contrôle, ça m'inquiète. Parce que c'est pas une question d'intégration ou quoi. Voilà. Bon, déjà, concernant donc Gonzalo Ramos Colomani, je pense aujourd'hui que le Portugais est devant le Français dans la tête de Luis Enrique. Déjà parce qu'il est titulaire sur nos 3 derniers matchs, et ensuite parce que c'est quand même un joueur que notre entraîneur doit apprécier. Ultra généreux, dans le contre-pressing, il est très intéressant. Les retours défensifs aussi. Il a une vraie culture défensive, hein, parce que tu peux revenir. Mais comme il le fait, par exemple, le tacle qu'il fait en seconde mi-temps hier, il est très bien exécuté en fait. C'est un vrai geste défensif. Il y a une vraie culture développée chez lui. Donc ça, c'est très bon. Et avec ballon, alors, il n'y a pas grand-chose à tirer, hein. Mais s'il y a bien un truc, c'est qu'il joue simple. Voilà. Il joue simple. Il s'en mêle pas vraiment les pinceaux. Et Luis Enrique doit aimer ça, bien sûr. Hein, lui qui aime un peu les... c'est limite une critique que je vais faire de Luis Enrique, qui aime bien les joueurs un peu, mi-figue, mi-raisin, qui font contrôle-passe, quitte à pas prendre de risques, alors que Colomani, par exemple, s'en mêle beaucoup plus les pinceaux quand il a le ballon. J'aimerais commencer, en fait, par un point où Colomani a l'avantage. Et qui est un point très important pour moi, c'est les statistiques et la finition. Pourquoi ? Colomani a un avantage qui n'était pas forcément évident, parce qu'il arrive en toute fin de mercato, 31 août, alors que Gonzalo Ramos arrive fin juillet,
un mois avant Colomani, et que surtout, Ramos a beaucoup plus joué que Colomani cette saison. Mais Colomani a 2 buts de passe D, quand Gonzalo Ramos a seulement 2 buts. Bon, déjà, les 2 buts de Colomani contre Marseille, au bon endroit, au bon moment pour reprendre la frappe sur le poteau, je crois, d'Hakimi, et Rennes sur son premier ballon, vraiment un vrai but sur l'instinct qui m'a fait très très plaisir. Et puis Gonzalo Ramos, donc, se doublé contre Marseille, le premier but de la tête, un compartiment du jeu où il a un avantage sur Colomani, et un second sur une passe décisive de Colomani. Les passes décisives, justement. Colomani, donc celle pour Ramos, et un centre pour Mbappé, je crois, contre Nice. Je commence par là. Faire jouer ses partenaires. Colomani sait le faire, et là, il a un avantage. Quand je disais statistiques, c'était pas que la finition, en fait. Pour Colomani, pour moi, les statistiques... En fait, en matière de passes décisives, Colomani a un net avantage sur Gonzalo Ramos, parce qu'on sait à Francfort, il a délivré quand même 14 passes décisives la saison passée. Par exemple, les centres en retrait après une chevauchée depuis le côté, c'est quelque chose qu'il sait faire. Et ça, c'est un vrai avantage par rapport à Ramos, qui peine vraiment à se connecter avec ses partenaires, on va pas se mentir, et encore plus dans le dernier tiers du terrain. Voilà. Et ensuite, il met 2 buts, enfin autant de buts que Ramos en beaucoup moins de minutes, et surtout en n'ayant pas forcément eu des positions proches du but, hein. Quand il est ailier, évidemment, il est plus loin du but que quand il est numéro 9, comme Gonzalo Ramos. Et aussi sur la finition, en fait, c'est pas tant l'avantage Colomani, c'est plus le désavantage que Gonzalo Ramos a un petit peu accumulé, parce qu'il m'inquiète un peu dans cette dimension-là, en fait. Alors autant avec le Portugal, sa sélection, voilà, il a vraiment des statistiques qui sont très intéressantes, mais là, déjà, il fait la touche de trop à chaque fois pour se mettre en position de frappe, ce qui fait qu'il est très long, et que le gardien, évidemment, peut se rapprocher, le défenseur peut revenir lui chipper le ballon. On le trouve très peu dans de bonnes positions dans la surface. Hier, je l'ai dit dans mon débrief, le but que Carlos Soler met, normalement, c'est Gonzalo Ramos qui doit le mettre. C'est Gonzalo Ramos qui doit être dans ce genre de position au 5,50 m dans la surface. Et il a des ratés aussi, Ramos. Il a des ratés. Contre Rennes, évidemment, c'est l'exemple parfait puisqu'il rate. Et 2 minutes après, c'est Colo qui marque sur son premier ballon touché. Contre Clermont, pareil. Ramos a un gros raté. Bon, Colomani, ceci dit, en a aussi un sur ce match-là. Mais par contre, sur Lorient-Toulouse, les matchs qu'il joue, Ramos a aussi des occasions franches, pas mal, hein, 3 ou 4, sans pour autant faire des gros ratés, il les met pas. Et donc, là-dessus, j'ai plus confiance en Colomani que Gonzalo Ramos pour marquer des buts. Ce qui est quand même le propre de l'attaquant. Maintenant, dans le jeu, Gonzalo Ramos a un vrai avantage par son abattage, bien sûr. Hein, c'est un joueur qui travaille beaucoup pour libérer des espaces, pour ses partenaires, la connexion avec Mbappé dans cette dimension-là, récupérer des ballons, bien évidemment. Avec ballon, bon, les deux, c'est très léger. Peut-être avantage à Gonzalo Ramos, parce que tu sens qu'au fil des matchs, il y a une progression, voilà. Alors que Colomani, c'est un peu plus discontinu. Il y a des matchs, par exemple, son entrée contre Rennes, il est très juste techniquement, mais le problème, c'est que hier, enfin, il nous fait tout oublier, quoi. Son entrée, elle est complètement à côté de la plaque. Et c'est inquiétant, en fait. C'est inquiétant. La talonnade qui loupe, qui nique une contre-attaque, les passes qui sont à contre-temps, ça, tu vois, ça m'inquiète vraiment. Alors que chez Gonzalo Ramos, la progression est beaucoup plus linéaire, peut-être aussi parce qu'il a un temps de jeu plus important et un rôle fixe. Alors que Colomani est un petit peu baladé, côté gauche, côté droit, numéro 9. Gonzalo, lui, il a toujours les mêmes consignes qu'il doit toujours appliquer, et donc c'est plus facile pour assimiler les courses et les automatismes avec ses partenaires. Voilà. Donc avec ballon, c'est compliqué pour les deux. Avantage Gonzalo Ramos, même si Colomani, une fois lancé, ne pas oublier le fait que c'est une vraie arme. Une fois qu'il est lancé, comme il est grand, qui fait un peu bulldozer, c'est difficile pour les défenseurs de l'arrêter. Typiquement son entrée contre Rennes, sa fin de match contre Marseille, où le mec fait des ravages dans la défense. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait des espaces. Pour moi, aujourd'hui, c'est très très difficile de les libérer entre les deux. En fait, voilà, je vais délibérer pour le match de mercredi. Mais, enfin, vraiment, les deux sont limite sur le même pied d'égalité. J'ai même pas envie de délibérer. Mercredi, je titularise, allez, Colomani. Je titularise Colomani pour justement m'assurer
de son côté finisseur dans le dernier tiers. Je le trouve plus intéressant que Gonzalo Ramos parce que mercredi, il y a un impératif de résultat en fait. Au-delà du contenu, il va pas falloir rater les occasions, il va pas falloir faire la touche de trop, il va falloir faire briller ses partenaires, trouver un partenaire s'il est dans une meilleure position que soi dans la surface, avoir l'exécution technique pour aller le chercher. Et je pense que Kolo Muani est meilleur que Gonzalo Ramos là-dedans. Mais ça se joue vraiment là-dessus en fait. C'est une question de point de vue sur le match en fait, sur la physionomie du match. Moi je prends le match dans le sens impératif de résultat et donc Kolo Muani dans le dernier tiers. Après si vous prenez le match dans le sens j'aimerais avoir un match référence dans le contenu, bon peut-être que oui Gonzalo Ramos a plus de régularité et plus de chances de faire un meilleur match que Kolo. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like, cette vidéo est très longue, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis on se retrouve très prochainement. Ciao les amis, prenez soin de vous.